Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où, vous l'aurez deviné, on va parler du départ d'André Villas-Boas. Alors, on entend beaucoup de choses autour de l'Olympique de Marseille depuis plusieurs semaines et depuis plusieurs mois, que ce soit sportivement ou extra-sportivement, encore plus depuis le week-end dernier et ce qui a pu se passer à la commanderie. Mais sur cette vidéo, on va avant tout parler du carré vert, on va avant tout parler de football et on va s'intéresser à André Villas-Boas et ce qu'il a pu faire footballistiquement parlant sur ces 18 mois à l'Olympique de Marseille à travers une question qui revient très souvent le concernant. Est-ce que André Villas-Boas pouvait faire mieux? Et avant d'apporter ma réponse à cette question, pour moi, il y a un point qu'il est très important de définir parce que c'est aussi ce qui va nous permettre d'introduire la suite, c'est que les critiques dont a été victime André Villas-Boas, il faut bien comprendre que ces critiques-là, ce ne sont pas des critiques qui sont basées sur le style de jeu d'André Villas-Boas, ce ne sont pas des critiques qui sont basées sur l'esthétique, parce que ça déjà d'une part c'est subjectif, chaque fan de football a ses propres attentes en matière de football, en matière de style, mais surtout il faut comprendre qu'aujourd'hui les critiques dont il a été victime et qui durent depuis quelques mois et qui se sont accrues au fil des semaines, il faut comprendre que ce sont des critiques réalistes sur le contenu de ce que montre son équipe et sur la qualité. Donc là on peut aussi se poser une question en introduction qui est de se demander qu'est-ce qu'une équipe qui est bonne, qu'est-ce qu'une équipe qui est qualitative. Et pour moi il y a une définition qui est assez simple et qui répond assez clairement et facilement à cette question. Pour moi, une équipe qui est bonne, une équipe qui joue bien, donc c'est différent d'une équipe au style ou à l'esthétique, parce que ça c'est subjectif. Une équipe qui joue bien, donc quelque chose de beaucoup plus réaliste, c'est pour moi une équipe qui se procure un volume d'occasion beaucoup plus important que le volume d'occasion qu'il va subir. Donc bien comprendre la différence entre le beau et le bon. Aujourd'hui, on va s'attarder sur le bon ou sur le pas bon et c'est absolument pas une question de style, de beau ou de pas beau. Donc ça, c'est pour moi très important d'introduire cette vidéo en rappelant pour moi ces notions qui sont clés. Donc maintenant qu'on a bien défini le cadre de ces critiques, on va essayer de répondre à la véritable problématique de cette vidéo. Est-ce que André Villas-Boas pouvait faire mieux avec cette équipe, avec ses joueurs? Parce que c'est quelque chose qu'on a lu, qu'on a entendu dans les médias, qu'on peut entendre aussi de la bouche de certains supporters, à savoir que André Villas-Boas ne pouvait pas proposer mieux, ne pouvait pas faire mieux avec cette équipe-là et ces joueurs-là que les résultats qu'il a eus et que le contenu qu'il a montré sur la pelouse et que, là encore, l'approche qu'il a pu avoir au niveau de ses matchs. Donc déjà, il y a un premier point qui est purement factuel, c'est que les joueurs qu'a André Villas-Boas aujourd'hui, qu'il a eu cette saison, ce sont les mêmes joueurs qu'il a eu la saison passée. Et la saison passée, l'Olympique de Marseille a fini deuxième. Donc qu'on dise que l'année dernière, ils ont surperformé, c'est certainement le cas. Autant dire que passer de la deuxième place à la 8 ou 9e place, comme c'est le cas cette saison, en étant totalement décroché de la course à la Ligue des Champions, c'est normal. Pour moi, ça ne l'est pas. C'est quelque chose qui n'est pas cohérent, c'est quelque chose qui ne tient pas debout. On ne peut pas expliquer un tel gap d'une saison à une autre aussi facilement, comme si c'était aussi logique. Donc ça, pour moi, c'est un premier point purement factuel. Mais on va passer à un deuxième point qui est plus intéressant, qui est de se dire, ok, d'accord, cette équipe-là, elle a des limites, elles sont évidentes. Cette équipe-là, ok, si elle joue contre le Paris Saint-Germain, si elle joue contre Lyon, contre Monaco ou contre Lille, c'est normal qu'elle puisse avoir des problèmes. Pas de souci, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait entendre. En revanche, le problème avec l'Olympique de Marseille, ce n'est pas qu'elle ait des problèmes face au haut de tableau ou face à des équipes un peu supérieures ou équivalentes. Le problème, c'est qu'on voit que cet Olympique de Marseille, c'est une équipe qui a eu du mal à s'imposer à la maison face à Toulouse. C'est une équipe qui a eu du mal à aller s'imposer à Strasbourg, où il marque sur un miracle. C'est une équipe qui a eu du mal à aller gagner à Lorient. C'est une équipe qui a du mal à dominer, contrôler un match contre Metz, contre Lens, contre Nîmes. Donc on voit bien que le problème, c'est pas une histoire de plafond, c'est un problème beaucoup plus global parce que quel que soit l'adversaire que l'Olympique de Marseille a affronté sur les 12 derniers mois, on a vu une équipe qui n'a pas réussi à prendre le dessus, qui n'a pas réussi justement, je parlais de volume d'occasion produit et de volume d'occasion subi, on a vu que quelle que soit l'opposition qu'il y avait en face, l'Olympique de Marseille avait du mal à se créer un volume d'occasion et qu'il en subissait également de l'autre côté. Donc bien comprendre que l'histoire de Marseille ne pouvait pas faire mieux
cette année à cause de ces joueurs, c'est quelque chose qui ne tient pas debout. Parce que s'ils ont des problèmes contre le haut de tableau, soit, mais on a vu que c'était des problèmes qui étaient contre toutes les équipes, quel que soit le classement de l'équipe adverse. Donc ça, c'est un deuxième point pour moi qui est très clair, c'est qu'on ne peut pas justifier les prestations médiocres de l'Olympique de Marseille contre des équipes de bas de tableau par la qualité des joueurs, ces mêmes joueurs qui, il y a un an en arrière, t'ont amené à la deuxième place. Donc ça, c'est le deuxième point. Je ne suis pas un entraîneur résultatiste, je ne suis pas un entraîneur défensif, je veux jouer le foot, je veux jouer avec le ballon, faire les combinations, jouer en football offensif, un petit comme le slogan de l'OM, 3 buts. Et là, maintenant, on va passer au troisième point de cette vidéo qui est pour moi le plus intéressant et le plus important parce qu'on va parler de jeu, parce que malgré tout ce qu'on peut lire sur les résultats, sur les joueurs, il y a un point sur lequel quasiment tout le monde est unanime, c'est que l'approche minimaliste d'André Villas-Boas en termes de projet de jeu, en termes de plan de jeu, elle était logique parce qu'il ne pouvait pas proposer mieux en matière de jeu. Donc j'ai répondu plus ou moins vaguement sur ce point-là, dans le point précédent, en parlant justement de ces matchs face à des équipes de bas de tableau que tu es incapable de maîtriser, que tu es incapable de contrôler, que tu es incapable de dominer. Mais surtout, le plus problématique, d'une certaine façon, c'est que l'Olympique de Marseille, sous André Villas-Boas, ils ont justement pu montrer qu'ils avaient les qualités et ils avaient les joueurs pour justement avoir une approche beaucoup plus proactive. Et ça, ils l'ont montré sur des matchs en début de mandat d'André Villas-Boas, sur le début de saison l'an passé. Rappelez-vous, pour moi, il y a 3 matchs qui avaient été excellents de l'Olympique de Marseille la saison passée. C'est le déplacement à Monaco, c'est la réception de Montpellier et c'est celle face à Brest. Déjà, un point purement introductif, c'est que déjà sur le début de mandat d'André Villas-Boas, c'est quelque chose qui était très perceptible et c'est pas une question là encore de style de jeu ou d'approche, c'est qu'on voyait une véritable progression de semaine en semaine sur l'idée que voulait faire avaler André Villas-Boas à ses joueurs et la façon justement dont les joueurs arrivaient de plus en plus à l'interpréter au fil des semaines. Donc déjà ça c'est un point purement introductif, mais surtout on a vu face à des matchs comme Monaco, à des matchs comme Montpellier et pour moi le meilleur face à Brest, on a vu une équipe qui avait un visage totalement différent du visage qu'ils ont montré depuis pour moi ce tournant face à Angers et cette approche minimaliste qui est née ce soir-là, parce qu'on voyait une équipe qui était très haute sur le terrain, on voyait une équipe qui pressait, on voyait une équipe qui contre-pressait directement à la perte du ballon, on voyait un apport sur les couloirs de Jordan Amavi et de Sakai et de Bounassar très important, on voyait une projection constante sans ballon des relayeurs que ce soit Rongier et Sanson, on voyait un Payet qui était positionné très haut sur le terrain et les meilleures performances de l'Olympique de Marseille sous André Villas-Boas, ce sont pour moi ces 3 matchs-là. Et pourquoi ces 3 matchs-là ont été les meilleurs? Parce qu'en termes d'approche, tu avais une approche beaucoup plus cohérente, tu avais une approche beaucoup plus adaptée à tes individualités. Et c'est là qu'on va passer au 4e point pour moi, qui résume l'échec d'André Villas-Boas à l'Olympique de Marseille, c'est la question de pragmatisme. Parce que quand un coach a une approche minimaliste dans n'importe quel club, qu'est-ce qu'on lit? On lit ce coach est pragmatique, ce coach il s'adapte à ses joueurs, ce coach ne peut pas proposer mieux. Et Marseille justement, c'est l'illustration de l'erreur de ce raccourci, de ce poncif, parce que justement ce qu'on a décrit comme pragmatisme de la part d'André Villas-Boas, ça en était tout le contraire. Parce que c'est très simple. Quand on regarde l'effectif de l'Olympique de Marseille, quand on regarde un Dimitri Payet, quand on regarde un Benedetto, quand on regarde un Morgan Sanson, un Valentin Rongier, un Florian Thauvin, un Tchaleta Tsar, quand on regarde tous ces joueurs-là, est-ce que, quand on regarde le profil de ces joueurs, on peut se dire que ce sont des joueurs qui sont faits pour avoir une approche minimaliste, qui sont faits pour jouer dans un bloc bas, qui sont faits pour jouer sur des transitions? Non. Absolument pas. Un Dimitri Payet, pour qu'il puisse performer, on sait très bien que c'est un joueur qui doit être haut sur le terrain, qui doit être dans les 35 derniers mètres parce que c'est là qu'il va pouvoir faire la différence par sa qualité technique, par sa qualité intellectuelle au niveau de sa prise de décision. Un Florian Thauvin, côté droit, on connaît ses zones préférentielles, on connaît ses mouvements préférentiels. On sait que s'il joue à 50 ou 60 mètres des cages adverses, ça va être très compliqué pour faire la différence de son côté. Alors que si on arrive à le trouver dans les 30 derniers mètres, là il va pouvoir avoir ses mouvements préférentiels, attaquer ses zones préférentielles et pouvoir faire la différence. Un joueur comme Benedetto, on sait que ce n'est pas un joueur de profondeur, on sait que ce n'est pas un joueur de transition, on sait que c'est un joueur qui aime toucher le ballon dans les pieds, qui aime combiner avec ses coéquipiers, qui a besoin de la proximité de ses coéquipiers. Des joueurs comme Rongier, des joueurs comme Sanson, on sait que ce sont des joueurs qui n'ont pas les véritables qualités pour pouvoir faire des différences balle au pied, mais qui peuvent par contre faire des différences par la projection sans ballon, en se projetant dans la surface de réparation. Des joueurs comme Amavi et Sakai, on sait que dans l'utilisation du ballon, là encore, ce ne sont pas des joueurs
joueurs capables de faire la différence, mais que ce sont des joueurs qui ont un volume de course très important et qui peuvent apporter des surnombres via leurs débordements et leurs appels sans ballon. On sait qu'un Tchaeta Tsar, il a aussi la qualité au niveau de l'anticipation, que c'est un défenseur qui aime défendre haut et qu'il est beaucoup plus à l'aise haut que bas. Donc, comment, quand tu regardes toutes les caractéristiques de tes joueurs, tu peux te dire que le pragmatisme, être pragmatique, c'est avoir un bloc bas, c'est jouer regroupé, c'est abandonner le ballon et c'est se projeter en contre, jouer au maximum les transitions. D'ailleurs, ces transitions qui ne sont accompagnées que très rarement par un nombre important de joueurs parce qu'on est souvent sur 1, 2, 3 joueurs maximum qui vont se projeter véritablement sur les transitions. Donc déjà, ça c'est pour moi, au final, le point le plus problématique du mandat d'André Villas-Boas, c'est qu'on a été sur une approche qui a été à l'opposé du pragmatisme avec des joueurs qui ont joué contre nature et que forcément quand un Dimitri Payet il reçoit ses ballons à 50-60 mètres des buts adverses, quand un Florian Thauvin il est obligé de dézoner très bas pour toucher des ballons alors que ce n'est pas dans sa palette de joueurs, quand un Benedetto il est condamné à dézoner à droite, à gauche, qu'il est obligé de redescendre très très bas pour toucher des ballons, forcément tu ne peux pas produire du jeu, tu ne peux pas contrôler les matchs, tu ne peux pas dominer tes adversaires quel que soit la qualité de tes adversaires parce que justement tes joueurs tu n'arrives pas à les faire jouer dans les meilleures conditions et ça c'est une vérité absolue en matière de football, c'est que on a souvent le réflexe et la simplicité de croire que ce sont les joueurs qui font les performances des équipes, que ce sont les joueurs qui vont porter et tirer le collectif vers le haut et c'est tout à fait l'inverse, c'est-à-dire que si tu veux tirer le meilleur de tes joueurs et si tu veux justement que tes joueurs puissent porter et tirer ton équipe vers le haut, il faut mettre un projet de jeu et un plan de jeu qui va pouvoir tirer le maximum de leur qualité et on se rend bien compte que l'Olympique de Marseille depuis plus d'un an et ce tournant à Angers, ils ont eu une approche de jeu, un plan de jeu qui n'était pas du tout adapté aux qualités des joueurs de ton équipe et que forcément à partir du moment où tu fais jouer des joueurs contre nature, que tu ne tires pas le meilleur de tes joueurs, forcément les performances de ton équipe elles sont obligées de décliner et tu ne peux pas avoir des résultats cohérents et des résultats positifs. Et au final, bien comprendre que l'échec d'André Villas-Boas, ce n'est pas un échec sur la saison 2020-2021, mais que cet échec-là auquel on a assisté, c'est quelque chose qui a été amorcé déjà bien avant par son changement au niveau de son approche, par son changement au niveau de son plan de jeu et c'est très regrettable parce que comme je l'ai dit et comme j'ai insisté dessus, quand on a vu les 2, 3, 4 premiers mois d'André Villas-Boas, il y avait énormément de bonnes choses, il y avait une belle progression en matière tactique, en matière de jeu et on avait vraiment l'impression qu'on allait pouvoir avoir quelque chose de cohérent et quelque chose qui allait vraiment progresser sur du moyen et du long terme, sachant que ça c'est mon avis personnel, pour moi en matière de qualité de joueur, en matière de qualité d'effectif, tu fais partie des équipes les mieux dotées de Ligue 1 et c'est pas les résultats négatifs de cette saison qui vont montrer le contraire. Pour moi, justement, quand tu finis deuxième la saison passée en Ligue 1 en montrant ce que tu as montré dans le jeu, c'est-à-dire quelque chose de très pauvre en matière de production d'occasion et assez important en matière d'occasions subies, quand tu arrives malgré tout ça à faire la saison que tu as faite, c'est justement que tu as des individualités qui sont au-dessus du lot. Ça a été le cas défensivement avec un Steve Mandanda, ça a été le cas offensivement avec un Dimitri Payet, sauf que justement quand tu n'arrives pas à créer un cadre cohérent, un cadre qui va être favorable à l'épanouissement de tes individualités, tôt ou tard tes individualités, quelle que soit leur responsabilité personnelle, tôt ou tard ces individualités elles vont finir par décliner parce que tu ne peux pas éternellement surperformer par rapport à un cadre collectif qui n'est pas cohérent. Vous aurez vu sur la vidéo que j'ai essayé de vous mettre justement des images notamment du match face à Brest et aussi des comparaisons au niveau des zones de jeu d'un Dimitri Payet ou d'un Benedetto l'an dernier face à Brest, Monaco ou Montpellier et cette saison face à des matchs, face à des équipes comme Monaco là encore, pour qu'on voit aussi bien l'évolution de leur zone de jeu et ce que ça illustre en matière d'approche collective, en matière de plan de jeu. J'espère que ça vous aura aussi aidé à comprendre mon cheminement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à mettre un pouce bleu à la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas le cas et à commenter si vous êtes d'accord ou si vous ne l'êtes pas, qu'on puisse échanger également en commentaire. Merci à tous de suivre ces vidéos et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.